J'ai demandé, où vas-tu dans une robe aussi magnifique? Ma femme a souri et a dit, mon patron m'a invité. Rien ne dit plus, confiance, qu'une femme qui passe plus de temps devant le miroir qu'avec vous. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire, et appuyer sur ce bouton de soutien pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je m'appelle Eddie LTON, j'ai 39 ans, et j'ai regardé mon mariage se dissoudre en temps réel comme du sucre sous une pluie acide. La femme que j'ai épousée il y a 5 ans s'est transformée en quelqu'un que je reconnais à peine. Quelqu'un qui traite notre maison comme un hôtel et moi comme le groom. Mera était différente autrefois. Quand nous nous sommes rencontrés dans ce café du centre-ville de Boston, elle était authentique, riant de mes terribles blagues d'informaticien et écoutant vraiment quand je parlais de moderniser l'infrastructure de fibre optique de notre quartier. Maintenant, elle lève les yeux au ciel dès que je mentionne quelque chose de plus technique que de changer une ampoule. Eddie, tu es si pragmatique, a-t-elle dit mardi dernier, le mot dégoulinant de mépris comme si elle avait goûté quelque chose de pourri. Elle se préparait pour un autre de ses mystérieux dîners d'affaires avec son patron, Damon ROR, le PDG d'Elite Travel Solutions, une agence de voyage de luxe qui s'adresse aux résidents les plus riches de Boston. Mera y travaille comme directrice des opérations, un poste qu'elle a obtenu il y a 6 mois et qu'elle exploite à fond. Je la regardais mettre du rouge à lèvres dans le miroir de notre chambre, un rouge vif et audacieux, celui qu'elle réservait autrefois à nos dîners d'anniversaire. « Où vas-tu exactement dans une robe aussi magnifique ?» ai-je demandé, en essayant de ne pas laisser paraître le sarcasme dans ma voix. « Au restaurant Ocean View, tu sais, celui avec les baies vitrées panoramiques qui donnent sur le port. » Elle ne m'a même pas regardé en parlant. Damon veut discuter du compte Henderson. Gros sous, Eddie. Quelque chose que tu ne comprendrais pas, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment, travailler dans l'informatique pour une compagnie d'assurance de taille moyenne me rend incapable de comprendre les gros sous. Peu importe que ce soit moi qui équilibre notre budget familial pendant qu'elle fait flamber les cartes de crédit comme si c'était des confettis. La robe dont elle parlait était neuve, un modèle noir et élégant qui coûtait probablement plus que ma mensualité de voiture. Tout chez Mera était devenu cher ces derniers temps. Nouveaux vêtements, nouveaux parfums, nouvelle attitude. Elle avait commencé à s'entraîner dans une salle de sport UP avec ses amies Jess et Tanya, 2 femmes qui traitaient le mariage comme un sport de compétition dont le but était de voir qui pourrait extraire le plus d'avantages de son mari en donnant le moins en retour. Ne m'attends pas, lança Mera par-dessus son épaule en attrapant son sac à main. Lui aussi, neuf et cher. Ces discussions d'affaires peuvent durer tard. Je suis resté dans notre chambre, entouré des preuves de sa transformation, des chaussures de créateur éparpillées sur le sol, du maquillage dispersé sur la commode, des reçus de restaurants que je ne pouvais pas me permettre, nichés dans sa boîte à bijoux. Quand étais-je devenu un simple figurant dans mon propre mariage? Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon meilleur ami Rick, qui est barman au Murphy's Pub en ville. Passe ce soir. La première bière est pour moi. On dirait que tu en as besoin. Rick a cette capacité incroyable de sentir quand je me noie dans la misère domestique. C'est peut-être sa formation professionnelle. Les barmen sont comme des thérapeutes avec un meilleur accès à l'alcool et une moins bonne assurance maladie. J'ai attrapé ma veste et je suis sorti, laissant derrière moi l'odeur persistante du nouveau parfum de Mera et l'écho de ses talons au claquant sur notre parquet. Le Murphy's Pub est tout ce que notre maison n'est pas confortable, honnête, sans prétention. Rick essuyait des verres quand je suis entré, son visage buriné s'éclairant d'un sourire entendu. « Laisse-moi deviner », dit-il en me faisant glisser une bière sur le comptoir. « Madame est sortie pour un autre dîner d'affaires avec Monsieur Merveilleux. »« Comment tu sais ?»« Parce que tu as l'air de quelqu'un qui vient de voir son chien se faire voler par un type en Ferrari. » Rick s'appuya contre le bar. « Parle-moi de ce patron à elle. » J'ai bu une longue gorgée avant de répondre. Damien ROR, la quarantaine, marié, se prend pour le don de Dieu à l'industrie du voyage, conduit une Tesla, porte des costumes qui coûtent plus que ce que je gagne en un mois, et apparemment, il a besoin de beaucoup de consultations après les heures de bureau avec ma femme. On dirait un vrai prince. Le pire, c'est que c'est évident. Elle rentre à la maison en sentant le vin cher et une eau de Cologne qui n'est certainement pas la mienne. Elle a de nouveaux vêtements, de nouveaux bijoux, de nouvelles choses partout. Et quand je pose des questions, elle agit comme si j'étais paranoïaque de le remarquer. Rick hocha la tête avec sympathie. « Qu'est-ce que ton instinct te dit ?» « Mon instinct me dit qu'on me prend pour un idiot,
mais mon cerveau continue de trouver des excuses. Peut-être qu'elle essaie vraiment de faire avancer sa carrière. Peut-être que j'imagine des choses parce que je ne suis pas sûr de moi à cause de la différence d'argent entre son travail et le mien. Eddie, je suis barman depuis 15 ans. J'ai vu tous les types de tricheurs, de menteurs et de manipulateurs que cette ville peut offrir. Fais confiance à ton instinct. Il a généralement raison. J'ai fini ma bière et j'en ai commandé une autre. L'alcool a aidé à émousser les arêtes vives de mes soupçons, mais il n'a pas pu effacer la certitude grandissante que mon mariage allait droit dans le mur. Quand je suis finalement rentré chez moi vers 23 heures, Mera n'était toujours pas revenue de son dîner d'affaires. Je me suis retrouvé à fouiller dans ses affaires, pas fier de moi, mais le désespoir vous fait faire des choses stupides. Dans sa boîte à bijoux, derrière une paire de boucles d'oreilles que je n'avais jamais vues auparavant, j'ai trouvé un reçu du restaurant Ocean View. 2 plats principaux, 2 verres de vin, une bouteille de champagne. En bas, d'une écriture qui n'était certainement pas celle de Mera, quelqu'un avait écrit « Pour la meilleure soirée de ma vie, mes mains tremblaient en le lisant. » Toutes ces nuits tardives, tous ces nouveaux vêtements, tous ces commentaires dédaigneux sur ma nature pragmatique, tout cela s'additionnait pour former une image que je ne voulais pas voir mais que je ne pouvais ignorer. Mera est rentrée à minuit 30, son rouge à lèvres avait disparu et ses cheveux étaient légèrement en désordre. Elle m'a trouvé assis à la table de la cuisine avec le reçu devant moi. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, mais sa voix avait perdu son assurance habituelle. « C'est à toi de me le dire. Je l'ai trouvé dans ta boîte à bijoux. » Elle a pris le reçu, son visage passant par la surprise, la colère, et finalement s'arrêtant sur l'indignation. « Tu as fouillé dans mes affaires, Eddie ? C'est une violation totale de ma vie privée. » Réponds à la question, Mera. Qui aidait ? Et pourquoi écrit-il des mots d'amour sur des reçus de restaurant ? Ce n'est pas un mot d'amour. C'est juste que Damien était content d'avoir conclu l'affaire Henderson. Il célébrait. Célébrer au point d'acheter du champagne et d'écrire des messages romantiques. Ce n'était pas romantique. Tu es encore paranoïaque. Mais je pouvais voir le mensonge dans ses yeux. La façon dont elle évitait mon regard. La femme que j'avais épousée aurait été horrifiée par la suggestion qu'elle avait une liaison. Cette femme était juste agacée de s'être fait prendre. « J'emmène tes parents à l'Ocean View demain soir », ai-je dit doucement. « Pour dîner. Peut-être qu'ils aimeraient voir où tu mènes toutes ces affaires importantes. » La couleur quitta son visage. « Eddie, ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas simplement. »« Je ne peux pas quoi ? Emmener mes beaux-parents dans un bon restaurant ? Je suis sûr qu'ils aimeraient entendre parler de tes perspectives de promotion. » Elle me fixa un long moment, et je pouvais pratiquement voir les calculs se faire derrière ses yeux. Finalement, elle s'est tournée et s'est dirigée vers la chambre. « Fais ce que tu veux, Eddie. Tu le fais toujours de toute façon. » En écoutant ses pas dans les escaliers, j'ai senti quelque chose changer en moi. La blessure était toujours là, mais elle était rejointe par autre chose. Une colère froide et calculatrice que je n'avais jamais ressentie auparavant. Si Mera voulait jouer à des jeux, j'étais sur le point de devenir un joueur bien meilleur qu'elle ne l'avait imaginé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ses parents. Le restaurant Ocean View se trouve au 32e étage de la Harbour View Tower, offrant ce que le site web appelle une « expérience culinaire inégalée avec des vues à couper le souffle sur le port de Boston ». Ce qu'il offre vraiment, c'est une nourriture hors de prix et une atmosphère prétentieuse qui vous fait vous sentir mal habillé, même quand vous portez votre plus beau costume. Je portais mon plus beau costume, un modèle bleu marine que j'avais acheté pour notre mariage et que j'avais porté peut-être 6 fois depuis. En face de moi se trouvaient les parents de Mera, Harold et Patricia Arrow, 2 personnes qui n'avaient jamais vraiment pardonné à leur fille d'avoir épousé quelqu'un en dessous de sa condition. « C'est très agréable, Eddie, » dit Patricia, bien que son ton suggère qu'elle était surprise que je puisse me permettre un tel endroit. « Quelle est l'occasion ? J'ai pensé que vous devriez voir où Mera mène ses réunions d'affaires. Elle parle tellement en bien de cet endroit. » Harold ajusta ses lunettes et étudia le menu. 48 $ pour un bar. De mon temps, on pouvait acheter un bateau entier pour ce prix. Je nous avais placé stratégiquement, une table dans un coin avec une vue dégagée sur la salle à manger principale du restaurant. D'ici, je pouvais voir l'entrée, le bar, et surtout, la table intime pour 2 près des baies vitrées où Mera allait mener sa réunion d'affaires avec Damon Roer. La voilà, dis-je doucement alors que Mera entrait à 19h30 précise. Elle était magnifique, je devais l'admettre.
La robe noire que je lui avais vue la veille avait été remplacée par quelque chose d'encore plus élégant. Un modèle rouge profond qui épousait ses courbes et coûtait probablement plus que ma mensualité d'hypothèque. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, et elle se déplaçait avec l'assurance d'une femme qui savait qu'elle était incroyable. Derrière elle marchait Damen ROR, et j'ai enfin pu bien voir le patron de ma femme. Il était exactement comme je l'avais imaginé. Grand, cheveux argentés, portant un costume qui coûtait probablement plus que ma voiture. Il avait ce genre de charme étudié qui vient d'années de manipulation des gens à des fins lucratives. Et la façon dont il a posé sa main dans le bas du dos de Mera alors qu'il se dirigeait vers leur table m'a serré l'estomac de rage. « Oh mon Dieu !» murmura Patricia. Mera est absolument radieuse. N'est-ce pas, ai-je convenu, en gardant ma voix calme. Et ce doit être son patron, Damien ROR, celui avec qui elle a travaillé si étroitement sur le compte Henderson. Harold plissa les yeux à travers le restaurant. Un peu vieux pour elle, non? C'est un homme d'affaires très prospère, ai-je dit. Marié, bien sûr, 3 enfants. Je suis sûr que sa femme apprécie à quel point il est dévoué à encadrer ses employés. Nous avons commandé nos repas, et j'ai maintenu un flot constant de conversation avec les Harrow. Tout en regardant le théâtre qui se jouait de l'autre côté du restaurant. Mera et Damien avaient été placés à la meilleure table de la maison, avec une vue parfaite sur les lumières du port scintillant dans l'obscurité. Le serveur leur a apporté du champagne, le même champagne que j'ai remarqué sur le reçu que j'avais trouvé. Ils semblent avoir une discussion assez animée, observa Patricia. Très amicale. Amicale, était une façon de le dire. De là où j'étais assis, je pouvais voir Mera rire de tout ce que Damen disait, se pencher en avant pour toucher son bras, jouer avec ses cheveux comme elle le faisait quand nous sortions ensemble. Le langage corporel était sans équivoque. Ce n'était pas un dîner d'affaires. C'était des préliminaires avec des amuse-gueules. Mera a toujours été très dévouée à sa carrière, ai-je dit. Parfois, je pense qu'elle se soucie plus de son travail que de toute autre chose dans sa vie. Harold grogna son approbation. Bonne éthique de travail. Nous l'avons bien élevée. Vous l'avez certainement bien élevée. Nos plats principaux sont arrivés juste au moment où les choses s'échauffaient à la table de Mera. Damen avait tendu la main et lui caressait la main pendant qu'elle le regardait dans les yeux avec une expression que je me souvenais de notre lune de miel. La vue de cela me donnait envie de jeter quelque chose, mais je me suis forcé à rester calme. Ce n'était que le premier acte. Eddie, dit soudain Patricia, n'est-ce pas Mera qui embrasse cet homme? J'ai regardé avec une surprise feinte. Effectivement, Mera et Damien étaient enlacés dans ce qu'on pourrait généreusement appeler une étreinte passionnée. Sa main était sur sa nuque. La sienne était emmêlée dans ses cheveux, et ils s'embrassaient comme des adolescents dans un drive-in. Eh bien, ai-je dit d'un ton neutre, c'est certainement une façon de conclure une affaire. Le visage de Harold avait pris une intéressante nuance de violet. Qu'est-ce qui se passe là-bas, bon sang? Je crois que notre fille a une liaison, dit Patricia, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. On dirait bien, n'est-ce pas? Je me suis levé lentement, en lissant ma cravate. Peut-être que je devrais aller dire bonjour. Après tout, ce serait impoli de ne pas saluer ma femme quand je la vois en public. J'ai traversé le restaurant avec une lenteur délibérée, me donnant le temps de savourer le moment. D'autres convives commençaient à remarquer la démonstration passionnée à la table près de la fenêtre, et je pouvais entendre le bourdonnement subtil de conversation qui indiquait des ragots en cours. Au moment où j'ai atteint leur table, Mera et Damien s'étaient séparés, mais son rouge à lèvres était bavé et ses cheveux étaient en désordre. Excusez-moi, ai-je dit agréablement. Je déteste interrompre une réunion d'affaires aussi importante, mais je voulais dire bonjour à ma femme. Le visage de Mera passa par plusieurs changements de couleur avant de se fixer sur un gris cendré. Eddie, qu'est-ce que tu fais ici? Je dîne avec tes parents. Tu te souviens de tes parents, n'est-ce pas? Harold et Patricia, ils sont assis juste là-bas, en train de regarder cette fascinante démonstration de réseautage professionnel. Damien commença à se lever, le visage rouge de colère et d'embarras. Écoutez. Asseyez-vous, ai-je dit doucement, et quelque chose dans ma voix le fit obéir. Nous allons gérer ça comme des adultes civilisés. Mera, chérie, voudrais-tu me présenter ton collègue? J'ai tant entendu parler de lui. Eddie, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Parce qu'on dirait que ma femme dîne avec son patron, boit du champagne,
et lui enfonce sa langue dans sa gorge. Mais peut-être que c'est comme ça qu'on fait des affaires dans l'industrie du voyage de nos jours. À ce stade, nous avions l'attention de la moitié du restaurant. Je pouvais voir des gens lever leur téléphone, enregistrant sans doute ce petit drame pour la postérité des réseaux sociaux. L'idée de l'humiliation de Mera devenant virale me remplit d'une douce lueur de satisfaction. Damian essaya à nouveau d'asseoir son autorité. « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. Vous causez du désordre. » « Je cause du désordre ? Monsieur ROR, je crois que c'est vous qui perturbez mon mariage depuis plusieurs mois. Dites-moi, votre femme est-elle au courant de votre style de management très pratique ? Comment osez-vous ? Comment j'ose quoi ? Faire remarquer que vous êtes un homme marié ayant une liaison avec son employé ? Que vous utilisez les ressources de l'entreprise pour offrir du vin et des dîners à ma femme ? Que vous êtes tous les deux si arrogants que vous pensiez pouvoir mener votre petite romance en public sans conséquence ? Mera pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Eddie, s'il te plaît. On peut en parler à la maison. Oh, nous avons largement dépassé le stade de la discussion, ma chérie. Tu vois, quand j'ai trouvé cette petite note romantique sur ton reçu de restaurant, j'ai réalisé que je devais voir cette légendaire relation d'affaires par moi-même. Et tu sais quoi ? C'est exactement ce que je pensais. Damian se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Ça suffit. J'appelle la sécurité. Excellente idée. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés d'entendre parler de vos activités de notes de frais. Je me demande si le conseil d'administration de votre entreprise sait que vous utilisez les fonds de la société pour séduire vos employés. La couleur quitta le visage de Damian. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais touché quelque chose de plus gros qu'une simple liaison. Il y avait une vraie peur dans ses yeux, le genre de peur qui vient quand on a de vrais secrets à cacher. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, dit-il. » Mais sa voix manquait de conviction. « Ah non ? Mera a été très bavarde à propos de son travail ces derniers temps. Toutes ces sessions de stratégie tard le soir, tous ces dîners clients coûteux, tous ces voyages d'affaires qui semblent nécessiter une attention si personnelle. Je commence à penser qu'il y a plus à Elite Travel Solutions qu'il n'y paraît. » Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, j'ai entendu la voix de Patricia derrière moi. « Mera Elizabeth Arrow, quelle est la signification de tout ceci ? » Ma belle-mère s'était approchée de notre table avec la fureur juste d'une femme dont la fille venait de déshonorer publiquement le nom de la famille. Harold était juste derrière elle, l'air de vouloir défier quelqu'un en duel. « Maman, papa, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ? » La voix de Harold retentit dans tout le restaurant. « Expliquer pourquoi tu es ici à embrasser un autre homme pendant que ton mari est assis à 6 mètres de là. Expliquer pourquoi tu es habillé comme une. Comme une. » Harold, prévint Patricia, mais sa propre voix tremblait de colère. La scène était parfaite, meilleure que ce que j'aurais pu écrire. Mera pleurait, Damian transpirait, ses parents étaient furieux, et la moitié des réseaux sociaux de Boston capturaient chaque instant pour la postérité. J'ai ressenti une vague de satisfaction presque enivrante. « Eh bien, ai-je dit joyeusement. C'était instructif. Mera, on se voit à la maison. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Monsieur ROR, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Je suis sûr que nous nous reverrons très bientôt. » Je me suis retourné et je suis retourné à ma table, laissant le chaos dans mon sillage. Derrière moi, j'entendais Mera essayer de s'expliquer à ses parents pendant que Damian tentait de sauver ce qui restait de sa dignité. Le personnel du restaurant planait nerveusement, voulant clairement intervenir, mais ne sachant pas comment gérer une situation qui avait dégénéré à ce point. En payant notre note, j'ai remarqué plusieurs personnes s'approchant de la table de Mera. L'une d'elles était une femme que je ne reconnaissais pas, élégamment vêtue, furieuse, et se dirigeant droit sur Damian avec la démarche déterminée de quelqu'un qui venait de voir l'infidélité de son mari diffusée sur les réseaux sociaux. Madame ROR, je présume. La confrontation qui a suivi a été encore meilleure que ce que j'avais espéré. La femme de Damian l'a giflé si fort que le son a résonné dans tout le restaurant, puis a tourné sa fureur contre Mera avec une série d'accusations qui auraient fait rougir un marin. En quelques minutes, la sécurité escortait toutes les parties hors du restaurant, mais pas avant que la femme de Damian n'ait viré Mera sur le champ. Apparemment, elle avait une influence considérable dans l'entreprise de son mari. Je suis sorti du restaurant Ocean View en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. La première phase de ma vengeance était terminée, et elle avait dépassé toutes les attentes.
La liaison de Mera était maintenant de notoriété publique. Elle avait perdu son travail, ses parents étaient dégoûtés, et le mariage de Damian était en ruine. Mais en arrivant à ma voiture, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu le regretteras. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'ai regardé en arrière vers le restaurant et j'ai vu Damian ROR debout près du service de voiturier, son costume chair froissé et son visage tordu de rage. Il me regardait droit dans les yeux et même de loin, je pouvais voir la promesse de représailles dans son regard. Vas-y, essaie, ai-je pensé. Je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, la vidéo était devenue virale. Femme surprise en train de tromper son mari dans un restaurant de luxe, avait été vue plus de 50 000 fois avant que je ne finisse ma première tasse de café. La section des commentaires était un mélange de sympathie pour moi et de moquerie brutale envers Mera et Damian. Quelqu'un avait même créé des mèmes en utilisant des captures d'écran du visage de Mera strié de larmes. J'aurais dû me sentir coupable de l'humiliation publique, mais je me sentais surtout justifié. Pendant des mois, on m'avait manipulé pour me faire croire que j'étais paranoïaque et peu sûr de moi. Maintenant, le monde entier pouvait voir ce à quoi j'avais affaire. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis 6 heures du matin. Des journalistes voulant des déclarations, des amis offrant leur soutien, et malheureusement, mon patron voulant des explications. Apparemment, le fait que votre drame personnel devienne viral rejaillit négativement sur l'image professionnelle de l'entreprise. J'étais mis en congé administratif en attendant un examen pour savoir si ma conduite personnelle violait le manuel de l'employé. On dit que l'humiliation forge le caractère, me suis-je marmonné en lisant l'email. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être dans l'histoire d'origine d'un méchant de dessin animé? Mera n'était pas rentrée la veille. J'avais trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine disant qu'elle restait chez Jess et qu'elle reviendrait chercher ses affaires plus tard. Bien. J'avais besoin de temps pour réfléchir, et son absence me permettait de me concentrer plus facilement sur ce que j'avais découvert lors de la confrontation au restaurant. La réaction de Damian quand j'ai mentionné les notes de frais et les fonds de l'entreprise avait été révélatrice. Il se passait quelque chose de plus gros chez Elite Travel Solutions, quelque chose qui faisait passer une simple liaison pour des broutilles. Si j'allais être détruit professionnellement pour avoir exposé leur relation, autant que ça en vaille la peine. J'ai appelé Rick vers midi. Il a répondu à la première sonnerie. Eddie, bon sang, mec. Tu es partout sur Internet. C'était une sacrée performance hier soir. Je ne fais que commencer. J'ai besoin d'un service. Dis-moi. Tu connais des gens dans la restauration, n'est-ce pas? Serveur, barman, directeur. Bien sûr. C'est un petit milieu. Pourquoi? J'ai besoin d'informations sur les habitudes de restauration de Damian ROR. Plus précisément, qui l'a diverti et comment il a payé. Rick resta silencieux un moment. Tu penses qu'il y a plus que juste une liaison? Je sais qu'il y en a. La façon dont il a réagi quand j'ai mentionné les fonds de l'entreprise. Il a peur de quelque chose de plus gros que sa femme découvrant ses activités extrascolaires. Donne-moi quelques heures. Je vais passer des appels. Pendant que Rick activait ses contacts, j'ai décidé de faire un peu de travail de détective numérique de mon côté. Mera avait laissé son ordinateur portable à la maison, et je connaissais encore ses mots de passe. Elle n'avait jamais été particulièrement soucieuse de la sécurité. J'ai ressenti une pointe de culpabilité en envahissant sa vie privée, mais ce navire avait coulé quand j'ai trouvé sa langue dans la bouche de son patron. Sa boîte email était une mine d'or. Des mois de correspondance avec Damian sur le divertissement des clients, le développement commercial, et des projets spéciaux qui semblaient impliquer une quantité inhabituelle de dîners coûteux et de week-ends. Mais ce sont les dossiers financiers qui ont vraiment attiré mon attention. Elite Travel Solutions facturait à ses clients des services qui semblaient pour le moins douteux, hébergement de luxe pour des inspections de sites qui duraient des semaines, des frais de transport qui dépassaient le prix réel des vols en première classe, et des honoraires de consultation pour des projets sans aucune documentation. Le rôle de Mera semblait être de créer la paperasse qui rendait ces frais gonflés légitimes. Mon téléphone sonna. Rick. Tu avais raison, dit-il sans préambule. Damian ROR jette l'argent par les fenêtres depuis 1 an. Toujours des paiements en espèces, toujours avec des femmes différentes, toujours dans les endroits les plus chers de la ville. Mais voici la partie intéressante. Selon mon ami qui gère l'Ocean View, il a utilisé une carte de crédit d'entreprise pour tout, même les trucs personnels. Surtout les trucs personnels.
dîner avec des femmes qui ne sont certainement pas sa femme, chambre d'hôtel, achat de bijoux, même un week-end dans la Napa Valley avec quelqu'un qui correspond à la description de ta femme. J'ai senti ma colère se cristalliser en quelque chose de plus dur et de plus concentré. Il n'avait pas seulement une liaison, il volait de l'argent pour la financer. Et d'une manière ou d'une autre, la paperasse de Mera rendait tout cela légal. Il y a plus, a continué Eric. Mon ami dit que ROR s'est vanté d'avoir un système infaillible pour cacher ses dépenses personnelles. Il prétend avoir quelqu'un à l'intérieur qui peut faire passer n'importe quelle transaction pour une dépense professionnelle légitime. Quelqu'un comme une directrice des opérations qui s'occupe de la facturation client. Exactement, Eddie. Si c'est ce que je pense, tu n'as pas seulement affaire à de l'adultère. Tu fais face à du détournement de fonds, de la fraude, peut-être de l'évasion fiscale. Ça pourrait les envoyer tous les deux en prison. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai examiné mes options. Je pouvais apporter ce que j'avais appris à la police, mais les enquêtes sur la fraude d'entreprise prennent des années, et les preuves pourraient ne pas être suffisantes pour des poursuites pénales. Je pouvais les dénoncer au conseil d'administration de leur entreprise, mais Damien pourrait avoir assez d'influence pour surmonter cette tempête. Ou, je pouvais gérer ça moi-même. L'idée s'est formée lentement, comme une photographie se développant dans une chambre noire. Si Damien et Mera voulaient jouer salement, je leur montrerais ce que « salement » signifiait vraiment. Mais je le ferais intelligemment, et d'une manière qui les détruirait complètement. D'abord, il me fallait plus de preuves. Et pour obtenir ces preuves, il faudrait que j'entre par effraction dans le bureau de Mera. Elite Travel Solutions occupait le 15e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville avec le genre de sécurité qui avait l'air impressionnante, mais qui était en fait conçu plus pour le spectacle que pour l'efficacité. J'avais passé assez de temps dans l'informatique d'entreprise pour savoir que la plupart des immeubles de bureaux avaient une cybersécurité risible et une sécurité physique qui reposait plus sur l'hypothèse que personne n'oserait s'introduire par effraction que sur une dissuasion réelle. J'ai attendu jusqu'à minuit, puis je suis allé en ville avec un sac d'ordinateur portable plein de matériel que j'avais emprunté à mon propre bureau. Des clés USB, des câbles réseau, un disque dur portable, et quelques autres outils qui m'aideraient à copier tout ce qui se trouvait sur l'ordinateur de Mera et à accéder aux dossiers financiers de l'entreprise. Le parking de l'immeuble était vide, à l'exception de quelques voitures appartenant à l'équipe de nettoyage de nuit. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage, le cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. C'était soit la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, soit la plus stupide. Mais dans tous les cas, c'était mieux que de rester à la maison à m'apitoyer sur mon sort. Le bureau d'Elite Travel Solutions était sombre, à l'exception de l'éclairage de secours. Je me suis dirigé vers le bureau de Mera, qui était exactement aussi prétentieux que je l'avais imaginé. Des décorations chères, des fleurs fraîches, et un poster de motivation sur la teinte de l'excellence qui me donnait envie de vomir. Son ordinateur était protégé par un mot de passe, mais j'avais été marié à elle pendant 5 ans. Elle utilisait les 3 mêmes mots de passe pour tout. La date de notre mariage, son anniversaire, et le nom de son chien d'enfance. Le 3e a fonctionné. Mission impossible, va te rhabiller, ai-je marmonné en branchant mon disque dur portable et en commençant à copier les fichiers. Pendant que le transfert de données se faisait, j'ai fouillé son bureau. Le tiroir du bas était verrouillé, mais la serrure était assez fragile pour que je puisse l'ouvrir avec un coupe-papier. À l'intérieur, j'ai trouvé un 2e téléphone, un que je n'avais jamais vu auparavant. Le téléphone était une mine d'or. Des mois de SMS entre Mera et Damien qui rendaient leur relation limpide, ainsi que des photos qui ne laissaient rien à l'imagination. Mais plus important encore, il y avait des conversations sur l'argent. Beaucoup d'argent. Le compte Peterson est passé. C'est 50 000 de plus qu'on peut déplacer, lisait-on dans un message de Damien. Réponse de Mera, déjà traitée, apparaît comme des honoraires de consultation pour une évaluation de site. Personne ne posera de questions. Tu es incroyable. Dîner au Ritz demain pour fêter ça. Seulement si tu achètes encore des bijoux. J'ai des goûts de luxe. Tout pour ma complice. J'ai photographié chaque message, chaque photo, chaque élément de preuve que je pouvais trouver. À la fin, j'avais assez de matériel pour détruire leur devis et probablement les envoyer en prison fédérale. J'étais en train de ranger mon équipement quand j'ai entendu des bruits de pas dans le couloir. Mon sang s'est glacé en réalisant que quelqu'un d'autre était dans le bâtiment. Les pas se rapprochaient, accompagnés du tintement de clés et du faible murmure d'une radio. Un garde de sécurité.
J'ai rapidement éteint l'ordinateur de Mera et j'ai attrapé mon sac, cherchant frénétiquement une issue de secours. Le bureau était au 15e étage, donc sauter par une fenêtre n'était pas une option. L'ascenseur serait trop risqué. Si le garde faisait une vérification étage par étage, je tomberais droit sur lui. Les pas se sont arrêtés devant la porte du bureau. J'ai entendu le tintement de clés et j'ai vu un faisceau de lampes de poche balayer la cloison vitrée. Je me suis accroupi derrière un classeur et j'ai retenu mon souffle. Le garde de sécurité est entré dans le bureau, sa lampe de poche fendant l'obscurité alors qu'il faisait sa ronde. Il était plus âgé, corpulent, se déplaçant avec l'allure décontractée de quelqu'un qui avait fait cette routine 1000 fois et n'avait jamais rien trouvé de plus menaçant qu'une souris. J'ai attendu qu'il se déplace à l'autre bout du bureau, puis j'ai rampé vers l'escalier de secours. La porte était lourde, et j'avais peur qu'elle grince, mais elle s'est ouverte en silence. Je me suis glissé dans la cage d'escalier et j'ai commencé à descendre, prenant les marches 2 par 2. 15 étages plus bas, j'ai émergé dans le parking, le cœur battant et la chemise trempée de sueur. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. J'avais assez de preuves pour détruire Damian et Mera, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand mon téléphone a vibré avec un SMS. Encore un numéro inconnu. On sait ce que tu as fait ce soir. Dernier avertissement. J'ai regardé autour du parking, prenant soudain conscience de mon isolement et de ma vulnérabilité. Les ombres semblaient plus profondes, le silence plus menaçant. Quelqu'un m'avait observé, suivi mes mouvements, et il n'était pas content de mon espionnage amateur. En arrivant à ma voiture, j'ai entendu un crissement de pneus depuis l'entrée du garage. Un SUV noir a dévalé la rampe, ses phares fendant l'obscurité comme des projecteurs. J'ai tâtonné avec mes clés, les mains tremblantes en essayant de déverrouiller la porte. Le SUV a dérapé pour s'arrêter à 6 mètres de là, et 2 hommes en sont sortis. Ils étaient grands, bien habillés, et se dirigeaient vers moi avec le genre de démarche déterminée qui suggérait que ce ne serait pas une conversation amicale. J'ai finalement réussi à ouvrir la portière de ma voiture et je me suis jeté derrière le volant. Le moteur a démarré à la 2e tentative, et j'ai écrasé l'accélérateur, les pneus crissant alors que je fonçais vers la sortie. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir les hommes courir vers leur SUV. La poursuite qui a suivi ressemblait à quelque chose d'un film, sauf que les films ne capturent pas la terreur pure d'être poursuivi à travers des rues de ville vides par des gens qui vous voulaient clairement du mal. J'ai grillé des feux rouges, pris des virages à des vitesses dangereuses, et traversé des quartiers que je n'avais jamais vus auparavant. Tout cela pendant que le SUV noir restait juste derrière moi. Finalement, j'ai eu une idée. Il y avait une boutique de beignets ouverte 24h24 près du poste de police qui était toujours fréquentée par des flics prenant un café et des collations tardives. Si je pouvais y arriver, mes poursuivants devraient reculer. J'ai pris un virage serré à droite sur Bacon Street, manquant de peu une voiture garée, et j'ai foncé vers la boutique de beignets. Le SUV a suivi, mais dès qu'ils ont vu les voitures de police sur le parking, ils ont fait demi-tour et ont disparu dans la nuit. Je suis resté dans ma voiture devant la boutique de beignets pendant 20 minutes, tremblant d'adrénaline et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'était plus gros qu'une liaison, plus gros que du détournement de fonds, plus gros que tout ce que j'avais imaginé. Damian Héroer avait des ressources et des relations qui allaient bien au-delà d'un PDG d'agence de voyage. Et je venais de devenir sa cible. Mais j'avais aussi quelque chose qu'il ignorait. Des preuves qui pouvaient le détruire. La question était, qu'est-ce que j'allais en faire ? Mon téléphone sonna. Encore Rick. Eddie, où diable es-tu ? J'essaie de t'appeler depuis 1 heure. Je vais bien. J'ai juste eu une petite aventure. Quoi de neuf ? J'ai plus d'informations sur ton pote Damian. Tu ne vas pas aimer. Et c'est moi. Il a des relations, Eddie. Genre, de sérieuses relations. Mon ami qui travaille à l'Ocean View dit qu'il a vu Damian là-bas avec des gens qui font passer les riches normaux pour des pauvres. Des politiciens, des juges, des chefs d'entreprise. Et ils ne font pas que des dîners mondains. Quel genre de dîner font-ils ? Le genre où des enveloppes pleines d'argent changent de main. Le genre où les gens discutent de choses qui feraient la une des journaux si elles devenaient publiques. Le patron de ta femme ne fait pas que voler de l'argent, il le blanchit. Et si tu continues à fouiner, tu vas finir en nourriture pour les poissons dans le port de Boston. J'ai pensé à la poursuite, aux hommes qui m'attendaient dans le parking, aux SMS menaçants. Rick avait raison. J'étais dépassé. Mais j'étais aussi en colère.
plus en colère que je ne l'avais jamais été de ma vie. Ces gens avaient détruit mon mariage, ruiné ma carrière, et maintenant ils essayaient de m'intimider pour me faire taire. Eh bien, ils avaient choisi le mauvais gars à qui s'en prendre. Rick, ai-je dit, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Quelque chose qui va devenir très compliqué, très rapidement. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de disparaître pendant un moment, et quand je reviendrai, je vais réduire leur monde en cendres. Chapitre 4. La vengeance s'intensifie. Le lendemain matin apporta un nouveau niveau d'enfer. Mon visage était placardé sur toutes les plateformes de médias sociaux de la ville, mais plus en tant que mari trompé. D'une manière ou d'une autre, pendant la nuit, j'étais devenu le méchant de l'histoire. Un mari déséquilibré harcèle sa femme et son patron, titrait le site web de Boston Today. L'article me dépeignait comme un conjoint contrôlant et abusif qui ne supportait pas le succès professionnel de sa femme. Il y avait des citations de sources anonymes décrivant mon comportement erratique et mon historique de jalousie. Les sources n'étaient pas si anonymes. Je reconnaissais la patte de Jess et Tanya dans cette diffamation soigneusement orchestrée. Elles avaient transformé la confrontation au restaurant en preuve de mon instabilité mentale plutôt qu'en preuve de l'infidélité de Mera. L'affaire était recadrée comme une amitié de travail que j'avais violemment perturbée en raison de mes propres insécurités. Mon téléphone sonnait constamment, les journalistes voulant interviewer le « mari abusif ». Ma boîte email était inondée de messages haineux et quelqu'un avait publié mon adresse personnelle en ligne avec des suggestions sur ce que les citoyens en colère devraient faire à propos des hommes comme moi. J'étais officiellement au chômage à partir de 9h du matin. Mon patron m'a appelé pour m'informer que mon comportement récent était incompatible avec les valeurs de l'entreprise et que mon congé administratif était converti en licenciement immédiat. Apparemment, être victime d'adultère était un motif de licenciement si cela générait une publicité négative. Tu as ruiné ma vie, Eddie, a dit Mera quand elle a finalement appelé. J'espère que tu es content. Content? Mera. Tu volais de l'argent avec ton patron et tu avais une liaison. Comment exactement ai-je ruiné ta vie en exposant la vérité? Ce n'était pas du vol. C'était de la comptabilité créative. Et ce que Damien et moi avons, c'est réel. Nous nous aimons. Tu aimes son compte de dépenses. Tu es pathétique. Tu l'as toujours été. J'aurais dû te quitter il y a des années. Eh bien, maintenant tu es libre d'être avec l'homme que tu aimes. En supposant qu'il ne finisse pas en prison fédérale. La ligne est devenue silencieuse. Quand Mera a repris la parole, sa voix était différente, plus dure, plus calculatrice. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Eddie. Damien a des amis importants. Si tu continues à insister, tu vas te faire mal. Est-ce une menace? C'est un conseil. Laisse tomber. Prends ton argent de règlement et disparais. Sinon, les choses vont très mal tourner pour toi, très rapidement. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. L'argent de règlement? Quel argent de règlement? Je l'ai découvert 1 heure plus tard quand un huissier s'est présenté à ma porte. Mera demandait le divorce, invoquant la violence psychologique, la cruauté mentale et des différends irréconciliables. Elle demandait la moitié de tout ce que nous possédions, plus une pension alimentaire, plus des dommages et intérêts pour le traumatisme émotionnel que je lui avais causé en exposant sa liaison. Les papiers légaux incluaient également une ordonnance restrictive m'obligeant à rester à au moins 150 mètres d'elle, de son lieu de travail et de ses amis. La violation de l'ordonnance entraînerait une arrestation immédiate. J'étais systématiquement détruit. Et le pire, c'était l'efficacité avec laquelle il le faisait. Damien Héroer avait des relations dans toute la structure du pouvoir de la ville, et il les utilisait toutes pour m'écraser. En 24 heures, j'avais perdu mon travail, ma réputation et mon droit légal de confronter les personnes qui m'avaient trahi. Mais ils avaient fait une erreur cruciale. Ils avaient supposé que je me laisserais faire et accepterais la défaite comme une bonne petite victime. Ils n'avaient pas réalisé qu'être poussé à bout m'avait libéré de toute préoccupation pour les conséquences. J'ai appelé Rick. Tu te souviens quand tu as dit que les choses allaient devenir compliquées? Ouais. Elles viennent de le devenir encore plus. J'ai besoin de ce service maintenant. De quoi as-tu besoin? D'un endroit où me cacher quelques jours et d'un accès à quelqu'un qui sait comment rendre des informations publiques sans qu'on puisse remonter à la source. Rick resta silencieux un moment. Eddie, tu es sûr de ça? Une fois que tu franchis cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière.
Ils ont franchi la ligne en premier. Je ne fais que rétablir l'équilibre. D'accord, je connais un endroit et je connais quelqu'un qui peut t'aider pour l'autre chose. Mais Eddie, sois prudent. Ces gens ne plaisantent pas, l'endroit s'est avéré être un studio au-dessus d'un prêteur sur gage à Souti, appartenant au cousin de Rick, qui ne posait aucune question et acceptait les paiements en espèces. Ce n'était pas grand-chose. Un lit, une kitchenette et une salle de bain qui avaient connu des jours meilleurs, mais c'était hors du réseau et me donnait une base d'opération pour ce que je préparais. La personne que Rick connaissait était une journaliste indépendante nommée Sarah Chen, spécialisée dans la dénonciation de la corruption d'entreprise. Elle avait été mise sur liste noire par la plupart des grandes publications pour être trop agressive dans ses enquêtes, mais elle avait un blog avec un public dévoué et des contacts dans tout le réseau d'information clandestin de la ville. Ton pote ROR est sur mon radar depuis des mois, m'a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés dans un café à Cambridge. J'essaie de trouver quelqu'un avec un accès interne à Elite Travel Solutions. Tu pourrais être exactement ce dont j'ai besoin. Je lui ai montré les preuves que j'avais recueillies, les dossiers financiers, les SMS, les photos, tout ce qui prouvait que Damien et Mera volaient de l'argent et l'utilisaient pour financer leur liaison. Les yeux de Sarah se sont illuminés en examinant le matériel. C'est incroyable. Je peux retracer au moins 15 transactions frauduleuses différentes juste dans ces dossiers. Mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de preuves de l'endroit où va l'argent et de qui d'autre est impliqué. Quel genre de preuves? Relevés bancaires, documents fiscaux, preuves des liens politiques. Le patron de ta femme ne se contente pas de voler son entreprise. Il fait partie d'un réseau plus large qui blanchit de l'argent via l'industrie des services de luxe de Boston depuis des années. Comment obtenir ces preuves? Sarah a souri, et il y avait quelque chose de prédateur dans son expression. Nous allons tendre un piège, et ta femme sera l'appât. Le plan était d'une simplicité élégante. Sarah approcherait Mera, prétendant être une blogueuse lifestyle qui voulait écrire sur les femmes qui réussissent dans l'industrie du voyage. L'interview se déroulerait chez Damien. Il organisait une fête au bord de la piscine pour les meilleurs éléments d'Elite Travel ce week-end-là, et Sarah utiliserait l'occasion pour planter du matériel de surveillance dans toute la propriété. Pendant ce temps, je créerai une diversion qui forcerait Damien et ses associés à discuter en détail de leurs activités illégales. La diversion serait publique, humiliante, et conçue pour les faire paniquer à propos de leur exposition. Quel genre de diversion? Ai-je demandé. Laisse-moi faire, a dit Sarah. J'ai quelques idées qui attireront leur attention. Samedi soir, j'ai regardé de l'autre côté de la rue les invités arriver au manoir de Damien ROR à Brookline. La maison était exactement ce à quoi je m'attendais, ostentatoire, cher, et conçue pour intimider quiconque ne faisait pas partie du cercle social d'élite de Boston. Mera est arrivée à 19h, vêtue d'une robe d'été blanche qui coûtait probablement plus que le loyer de la plupart des gens. Elle avait l'air heureuse, confiante, complètement inconsciente que son monde était sur le point de s'effondrer autour d'elle. Damien l'a accueillie à la porte avec un baiser qui a duré assez longtemps pour mettre plusieurs autres invités mal à l'aise. Sarah était déjà à l'intérieur, se faisant passer pour une blogueuse et charmant tout le monde avec son faux enthousiasme pour les voyages de luxe et les femmes qui réussissent. Elle m'avait donné une petite radio qui me permettrait d'entendre ce qui se passait à la fête. Et je me suis installé pour attendre mon signal. À 20h30, mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah. Prêt? J'ai conduit jusqu'à la maison de Damien et je me suis garé juste devant, en m'assurant que ma voiture était visible depuis la fête. Puis je suis sorti et j'ai commencé ma performance. La première phase était subtile. J'ai ouvert le capot de ma voiture et j'ai commencé à examiner le moteur, regardant de temps en temps vers la maison avec des jumelles que j'avais apportées à cet effet. Plusieurs invités de la fête m'ont remarqué et m'ont montré du doigt à leurs hôtes. La deuxième phase était plus directe. J'ai sorti un appareil photo avec un téléobjectif et j'ai commencé à prendre des photos de la fête, en m'assurant que le flash était visible. En quelques minutes, je pouvais voir les gens à l'intérieur s'agiter. La troisième phase était inspirée, et j'ai su au moment où les premières notes de guitare style de Before et Cheats ont explosé dans le jardin parfaitement entretenu de Damien ROR à 112 décibels. J'avais caché 2 enceintes de sonorisation résistantes aux intempéries dans la haie de buis la veille, reliées à une paire de batteries de voiture et à un déclencheur Bluetooth que je pouvais actionner à 300 mètres de distance. Quand Carrie Underwood a commencé à chanter qu'elle allait rayer un joli petit 4x4 customisé, la moitié des invités botoxés ont sursauté comme s'ils avaient été giflés. J'étais perché sur le toit du pool house du voisin, techniquement en violation de propriété,
et violant sans aucun doute l'ordonnance restrictive que Damien m'avait infligée après que j'ai accidentellement transféré les nus de sa maîtresse à sa femme. Jumelle dans une main, téléphone dans l'autre. La playlist était prête et impitoyable. Carrie, puis BJ. Thomas, puis Hank Williams, puis Jolene, Lien Eyes. Et parce que je ne suis pas complètement dépourvu de sens du spectacle, Dead Don't Impress Maître Muche, de Shania Twain en boucle. L'effet a été immédiat et glorieux. Les conversations se sont tues en plein milieu de phrases. Les flûtes de champagne se sont abaissées. Une femme dans une robe qui coûtait plus que ma voiture a pressé ses deux mains contre ses oreilles comme si elle pouvait physiquement bloquer l'accusation dans les paroles. Un type de hedge fund que j'ai reconnu sur une liste d'inculpés est devenu blanc sous son bronzage de Saint-Tropez quand, Yorch et Atteint, a commencé, comme si Hank lui-même était ressuscité pour le dénoncer personnellement. Les téléphones sont sortis. Les voisins à 3 rues de là ont commencé à envoyer des SMS sur le groupe de discussion. Quelqu'un a appelé les flics en moins de 90 secondes. Damien est apparu sur la terrasse en marbre dans une chemise en lin de la couleur de l'argent, le visage rouge de fureur, criant dans son téléphone. J'ai lu sur ses lèvres, arrêtez ça. Trouvez d'où ça vient, maintenant. Mais le vrai gain se produisait à 3 kilomètres de là, dans la camionnette de surveillance que Sarah avait empruntée à un ami du Globe. Elle était connectée au micro parabolique que j'avais planté dans la pergola ce matin-là, enregistrant chaque mot de panique que Damien prononçait pendant que son empire s'effondrait sur une bande-son de country. Il panique, a-t-elle chuchoté dans mon oreillette, la voix tremblante de joie. Il vient de dire à Vincent de déplacer l'argent du compte Peterson ce soir. Route habituelle des Caïmans. Puis il a appelé quelqu'un, votre honneur, et a dit, nous avons besoin que ce mandat de perquisition soit annulé d'ici demain matin. Et dit, c'est de l'or en barre. J'ai souri si fort que mon visage me faisait mal. Continue d'enregistrer. Je ne fais que commencer. La 4e chanson était « Goodbye Earl » des Chic. C'est à ce moment-là que la première voiture de patrouille est arrivée. Gyrophare mais pas de sirène. Quelqu'un d'influx leur avait dit de rester discret. 2 uniformes ont franchi le portail, l'air mal à l'aise au milieu des Rolex et des Riesling. Je me suis levé, les mains visibles, et je les ai laissés me voir. Bonsoir, messieurs. Je crois que je suis le trouble que vous cherchez. Ils m'ont menotté sans enthousiasme. L'un d'eux a même marmonné, belle playlist, en serrant les menottes en plastique. Je n'ai pas résisté. J'avais fait ce que j'étais venu faire. Depuis la banquette arrière de la voiture de patrouille, j'ai regardé la fête imploser en temps réel. Les invités se sont rués vers le voiturier comme si la maison était en feu. Mera ROR, la femme glaciale de Damien, se tenait sur la pelouse avant dans une robe à $5000, des rivières de mascara coulant sur ses joues, criant sur Damien pendant qu'il essayait de faire rentrer les gens. Un drone que je n'avais certainement pas lancé, vrombissait au-dessus, diffusant en direct le chaos à un hélicoptère de nouvelles locales qui était apparu comme par magie. J'ai pris une note mentale d'envoyer à celui qui le pilotait une très bonne bouteille de quelque chose. Le vrai chef-d'œuvre s'est révélé le lendemain matin, après que j'ai été libéré sous caution et que je sirotais un café de distributeur automatique dans le hall du palais de justice. Sarah a appelé, vibrant pratiquement à travers le téléphone. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé après ton départ. Et c'est moi. Quelqu'un de complètement anonyme a appelé le service de santé du comté de Suffolk, affirmant que des substances contrôlées étaient ouvertement distribuées à la résidence ROR. Les inspecteurs se sont présentés à l'aube avec un mandat. Et dit, la piscine était d'un vert vif, radioactif, comme de l'antigel le jour de la Saint-Patrick. Tous ceux qui s'étaient baignés avaient l'air d'être tombés dans une cuve de Slim Nickelodeon. Les arroseurs de la pelouse ont été reprogrammés pendant la nuit. Tout le parterre avant affiche maintenant un tricheur en lettres parfaites de 3 mètres d'herbe morte. On peut le voir depuis l'espace. J'ai commencé à rire et je n'ai pas pu m'arrêter. Oh, et le personnel de restauration jure que le Macallan haut de gamme a été remplacé par du thé glacé enrichi de laxatifs. La moitié du système judiciaire du Massachusetts occupe actuellement toutes les toilettes de la côte nord. C'est tragique, ai-je réussi à dire, en essuyant mes yeux. N'est-ce pas? Elle a fait une pause et sa voix a baissé. Mais nous avons tout, Eddie. Un audio d'une clarté cristalline de Damien donnant des instructions à son directeur financier pour déchiqueter des documents, soudoyer un juge fédéral, et déplacer 43 millions via une organisation caritative écran aux Caïmans. Nous avons des noms, des numéros de compte, des dates de dépôt. C'est le coup de grâce.
J'ai appuyé ma tête contre le mur de marbre frais du palais de justice, sentant quelque chose se relâcher dans ma poitrine pour la première fois depuis des mois. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous rendons tout public. En première page demain. Dossier d'enquête complet en ligne ce soir. Mais Eddie, sa voix a changé, il y a autre chose. J'ai entendu Damien au téléphone après que les flics t'aient emmené. Il a dit à quelqu'un, le problème du mari doit être réglé de façon permanente. Plus de jeu. Le relâchement dans ma poitrine s'est resserré d'un coup. Je pense qu'il parle de moi. Je sais qu'il parle de toi. Elle a pris une respiration tremblante. Eddie, sois prudent. Ces gens ne perdent pas avec élégance. Comme si l'univers avait attendu son signal, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro bloqué. Ton ami, le barman, est avec nous. Entrepôt du quai 17. Viens seul. Apporte chaque copie de chaque fichier, chaque enregistrement, chaque photographie. 1 heure. Après ça, on commence à lui enlever des morceaux. En pièces jointes, une photo. Rick, inconscient, attaché avec des menottes en plastique à une chaise sous une seule ampoule suspendue. Son visage était déjà en train de gonfler. Mon sang s'est glacé. Rick n'avait rien à voir avec tout ça, sauf qu'il me connaissait. Il m'avait versé du whisky la nuit où je suis rentré de Syrie, ayant perdu la moitié de mon escouade et toute ma foi en quoi que ce soit. Il m'avait écouté quand je ne pouvais pas parler. Parler quand je ne pouvais pas écouter. Et maintenant, il l'avait parce que j'avais décidé de brûler un dragon dans son antre. Sarah parlait toujours. Quelque chose à propos de Planck, d'appeler le FBI, mais les mots se sont brouillés. Je dois y aller, ai-je dit. Eddie, non. Attends. J'ai raccroché. Je suis sorti du palais de justice dans un matin qui semblait trop lumineux, trop normal. Des banlieusards se pressant au travail. Un food truck vendant des burritos pour le petit déjeuner. Des mouettes criant au-dessus comme si rien au monde n'allait de travers. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et j'ai fixé le volant pendant un long moment. Puis j'ai ouvert la boîte à gants et j'ai sorti le Glock que j'avais juré de ne plus jamais porter après Kaboul. J'ai vérifié le chargeur, j'ai armé la glissière. 1 heure. J'ai mis la voiture en marche et je me suis dirigé vers le port. Le soleil du matin scintillant sur l'eau comme du verre brisé. Damien voulait une guerre. Très bien. Il était sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on kidnappe la famille du mauvais homme. L'adresse menait au quai 17, l'extrémité oubliée du front de mer de Boston, où même les mouettes semblaient fatiguées. L'entrepôt était accroupi entre deux grues à portiques rouillés comme un crapaud de béton. Fenêtre défoncée il y a des années. Graffiti si épais qu'il ressemblait à du tissu cicatriciel. Des lampes au sodium bourdonnaient au-dessus, peignant tout de la couleur de la vieille nicotine. La marée claquait contre les pilotis couverts de bernacles avec un son humide et rythmique qui ressemblait à un compte à rebours. Je suis resté dans ma Civic de 12 ans, moteur éteint. Fenêtres entr'ouvertes juste assez pour que le verre ne s'embue pas. Ma respiration sortait en petites bouffées contrôlées. Le sac sur le siège passager contenait 3 clés USB cryptées, une pile de pages de grands livres imprimés, et le micro-enregistreur qui avait capturé Damien admettant sur bande qu'il avait payé un sénateur d'État en crypto-monnaie intraçable. Tout ce qui pouvait l'envoyer en prison pour 3 vies. Mon téléphone a vibré contre ma cuisse. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai appuyé sur « Accepter ». Tu es venu. Bien. La voix était calme, presque ennuyée. Je l'ai reconnu quand même. Vincent, le chef de la sécurité de Damien, celui avec le nez cassé que je lui avais fait à la fête au bord de la piscine. Maintenant, écoute attentivement. Marche jusqu'à la porte roulante du côté et viens seul. Apporte tout. Fichiers, photos, enregistrements, tout. Le moindre signe de police, de médias, ou de cette petite amie à toi avec la caméra, et ton ami perd un doigt toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Comment savoir s'il est encore en vie? Un bruissement, puis la voix de Rick. Rauque, humide, furieuse. Eddie, ne le fais pas, mec. Ces types sont. Un bruit sourd, comme de la viande heurtant du carrelage. Rick a fait un son que je n'oublierai jamais. La ligne a été coupée. J'étais hors de la voiture avant que le téléphone ne touche le siège. L'air nocturne avait un goût de diesel et de poisson mort.
Mes chaussures crissaient sur le verre brisé alors que je traversais la rue. Tous mes instincts, 20 ans d'entre eux, affinés sur des zones de guerre et la corruption municipale, hurlaient qu'entrer là-dedans était un suicide. Mais Rick avait pris une raclée qui m'était destinée. Il avait porté mes caméras à Fallujah quand je ne pouvais pas marcher. Je lui devais une dette qui n'avait pas de taux d'intérêt. La porte roulante était ouverte sur 2 mètres, juste assez pour qu'un homme puisse se glisser dessous. À l'intérieur, l'obscurité avait un poids. L'air était plus froid, épais de l'odeur d'huile de machine, de moisissure, et de quelque chose de cuivré en dessous. De faibles ampoules de sécurité brillaient haut dans les chevrons, transformant les rangées de conteneurs d'expédition en un canyon d'acier rouillé. Mes pas résonnaient trop fort, comme le seul son à part mon pouls dans mes oreilles. Continue de marcher, a appelé Vincent de quelque part devant. Les mains où je peux les voir. Je me suis enfoncé plus profondément, passant devant des conteneurs marqués en cyrillique, en arabe, en chinois, fantômes de cargaison qui n'avaient jamais été réclamés. Le béton était taché de noir par endroits, ce qui aurait pu être de l'huile. Encore. Je me suis forcé à respirer par la bouche. Après 50 mètres, le canyon s'est ouvert sur une clairière éclairée par une seule lampe de travail suspendue. Rick était là, scotché à une chaise en métal qui semblait avoir été volée dans une école primaire. Son œil gauche était enflé et fermé, sa lèvre fendue, sa chemise déchirée révélant des ecchymoses qui s'étendaient sur ses côtes comme des nuages d'orage. Du sang perlait sur le béton devant lui en sphère parfaite, comme si quelqu'un avait secoué un pinceau. 3 hommes en costume sur mesure se tenaient autour de lui comme des videurs à un enterrement. L'un tenait un Glock avec silencieux lâchement à son côté. Un autre jouait avec un couteau Benchmade comme un fumeur joue avec un briquet. Le troisième me regardait simplement avec le calme plat d'un homme qui avait déjà tué et avait trouvé cela sans histoire. Damon et Roer se tenaient derrière Rick, une main reposant presque affectueusement sur l'épaule de Rick. Le PDG poli des pages mondaines avait disparu. Sa chemise blanche était sortie de son pantalon et mouchetée de sang, une partie du sien, une partie non. Sa lèvre était fendue, sa pommette déjà violacée de ce qui s'était passé après que je l'ai jeté dans son propre étang à Carp Cove 2 nuits plus tôt. Mais ses yeux étaient brillants, presque fiévreux. Eddie Lton, dit-il, la voix douce, presque songeuse. L'homme qui m'a causé tant de problèmes. Laisse-le partir, ai-je dit. C'est entre nous. Damian a souri. Ça n'a pas atteint ses yeux. En fait, c'est entre toi et des gens très puissants qui n'apprécient pas qu'on perturbe leurs arrangements commerciaux. Il a serré l'épaule de Rick assez fort pour que Rick siffle. Pensais-tu vraiment que tu pouvais me voler, m'humilier, détruire ma réputation, et qu'il n'y aurait aucune conséquence? Je n'ai rien volé. J'ai exposé ton vol. Il y a une différence. Il a ri, court et sec. Vol? Eddie, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu as mis les pieds. Elite Travel Solutions n'est que la jolie brochure. Nous déplaçons plus que de riches touristes. Nous déplaçons des faveurs, des secrets, des gens qui ont besoin de disparaître. De l'argent qui ne peut pas voir la lumière du jour. Nous sommes les agents de voyage de l'Apocalypse. Il est sorti de derrière la chaise, me tournant lentement autour. La lampe suspendue sculptait des ombres dures sur son visage, le transformant en quelque chose de médiéval. Tu penses que ces registres que tu as photographiés sont toute l'histoire? Ce sont les reçus que nous laissons les gens voir. Les vrais livres sont écrits dans le sang et le silence. Des sénateurs, des généraux, des agences à 3 lettres qui prétendent nous détester à la télévision et l'Uno Jet le vendredi soir. Tu as piqué un nid de frelons avec une ogive nucléaire. J'ai posé le sac sur le sol. Lentement, délibérément. Alors pourquoi ne pas simplement me tuer et en finir? Parce que tu es utile. Il s'est arrêté devant moi. Assez près pour que je sente le cuivre sur son souffle. Tu vois, les gens pour qui je travaille aiment les exemples. Des exemples discrets, qui ne font pas les journaux. Tu vas sortir d'ici, tout supprimer, et dire au monde que tu as tout inventé. Une dépression nerveuse. Trop de temps en zone de guerre. Et chaque année, à ton anniversaire, tu recevras une carte postale d'un endroit tropical te rappelant ce qui se passe si jamais tu changes d'avis. Rick a fait un bruit humide qui aurait pu être un rire. Il ne le fera pas, Damian. Eddie est un terrible menteur. Vincent s'est avancé et a enfoncé un poing dans le rein de Rick. Rick s'est plié en deux autant que le ruban adhésif le permettait, haletant. J'ai fait un demi-pas,
et le type avec le Glock l'a levé paresseusement, plus un avertissement qu'une menace. Pour l'instant. Damian a incliné la tête. Ou on peut le faire de l'autre manière. On commence par ton ami ici. Les doigts d'abord, puis les genoux. Quand il s'évanouira, on le réveillera avec de l'ammoniaque et on commencera sur toi. Finalement, vous supplierez tous les deux de signer tout ce qu'on mettra devant vous. Et quand ce sera fait, on jettera ce qui reste dans le chenal pour les crabes. C'est ton choix. Le silence s'est étiré, rompu seulement par la respiration laborieuse de Rick et le claquement lointain de l'eau contre les pilotis. J'ai regardé Rick. Il a croisé mon regard avec celui qui n'était pas enflé et fermé et a fait le plus petit signe de tête négatif. Ne le fais pas. J'ai regardé de nouveau Damian. Il y a une troisième option. Il a haussé un sourcil. J'ai lentement glissé la main dans ma veste, non pas pour une arme, mais pour le téléphone prépayé dans la poche intérieure. Je l'ai levé pour que tout le monde puisse le voir. Tu vois, pendant que tu monologuais, ce téléphone a diffusé en direct tout ce que tu viens de dire sur un serveur à Reykjavik. Audio, vidéo, coordonnées GPS. En ce moment, il se télécharge sur 20 comptes cloud différents, dont certains appartiennent à des journalistes qui te détestent, d'autres à des agents fédéraux qui essaient de t'épingler depuis des années. Il y a même une copie programmée pour se publier automatiquement sur Xdan. J'ai jeté un œil à l'écran. Point 6 minutes, à moins que je n'entre un code d'arrêt. Le visage de Damian n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux-ci. Une lueur, comme un requin sentant le sang dans l'eau, mais réalisant que c'est peut-être le sien. Tu bluffes, a-t-il dit. Ah oui? J'ai tourné le téléphone pour qu'il puisse voir le compte à rebours. 5h47, 5h46. Vincent a déplacé son poids. Le type avec le couteau a arrêté de le faire tourner. Rick s'est mis à rire. Un son cassé, sifflant. Je t'avais dit que c'est un terrible menteur. Ce truc diffuse depuis qu'il a franchi le seuil. Je l'ai vu appuyer sur enregistrer avec son pouce. Damian m'a fixé pendant 5 longues secondes qui ont semblé des heures. Puis il a souri de nouveau, un sourire plus petit cette fois. Bien joué, Eddie. Mais voici le truc avec les nids de frelons. Il a sorti son propre téléphone de sa poche. Parfois, les frelons ont de plus gros amis. Il a tapé une fois sur l'écran. Toutes les lumières de l'entrepôt se sont éteintes d'un coup. La lampe de travail, les ampoules de sécurité, même les panneaux de sortie. Tout a été plongé dans le noir absolu. Puis les stroboscopes d'urgence se sont déclenchés, rouge sang, pulsant comme une étoile mourante, et les alarmes ont commencé à hurler. La voix de Damian est sortie de l'obscurité, amusée. Maintenant, voyons comment ta petite diffusion apprécie un feu d'artifice. Les coups de feu ont éclaté avant la fin de l'écho. Blanchiment d'argent, entre autres choses. Depuis 3 ans, nous facilitons les transactions financières pour des clients qui exigent la discrétion. Des politiciens qui ont besoin de contributions de campagne intraçables. Des juges qui apprécient les cadeaux qui n'apparaissent pas sur les déclarations. Des chefs d'entreprise qui ont besoin d'éliminer des concurrents par la pression réglementaire. Et Mera t'a aidé à le faire. Mera est un génie pour faire paraître l'argent sale propre. Chaque transaction frauduleuse que vous avez découverte était en fait un paiement légitime pour des services rendus. Des services qui maintiennent le bon fonctionnement de la structure du pouvoir de cette ville. J'ai regardé Rick, qui me regardait avec une expression mêlant peur et détermination. Que veux-tu? Je veux que tu disparaisses de façon permanente. Tu en as trop vu, trop appris, et tu as causé trop de dégâts pour qu'on te laisse continuer à respirer. Et si je te donne les preuves? Alors ton ami meurt rapidement au lieu de lentement. C'est là que j'ai réalisé que j'étais tombé dans le piège que j'avais prévu, mais j'étais venu préparer. Pendant qu'il parlait, j'avais discrètement activé le tracker GPS que Sarah m'avait donné et je lui transmettais l'audio via une application sur mon téléphone. Chaque mot de la confession de Damian était enregistré et transmis à quelqu'un qui savait comment l'utiliser. Il y a juste un problème avec ton plan, ai-je dit. Lequel? Tu supposes que je suis venu ici pour négocier. J'ai tiré l'alarme incendie. L'entrepôt s'est immédiatement rempli du son assourdissant des sirènes d'urgence. L'éclairage de secours s'est activé, des lumières rouges stroboscopiques qui ont transformé l'espace en un cauchemar chaotique d'ombre et de confusion. Et quelque part au loin, j'entendais le son de sirènes approchant, de vraies sirènes.
Le bruit était physique, un mur de pression qui m'a frappé à la poitrine et m'a fait bourdonner les oreilles. J'ai goûté le cuivre. Je m'étais mordu l'intérieur de la joue quand la première alarme a retenti. Chaque stroboscope peignait le monde en rouge artériel, puis le replongeait dans l'obscurité, comme un cœur essayant de battre à l'intérieur d'un corps mourant. Les caisses devenaient des monolithes, des cathédrales de carton et d'acier, projetant des ombres impossibles qui griffaient le béton. Dans le chaos, j'ai plongé derrière un conteneur d'expédition alors que les hommes de Damian sortaient leurs armes et commençaient à tirer. La première rafale était disciplinée, des tirs de 3 balles. Puis elle s'est dissoute en tir de panique. Les balles ricochaient sur les surfaces métalliques, des étincelles jaillissant dans la lumière stroboscopique. De brèves constellations blanc-bleu qui mouraient avant de pouvoir devenir des étoiles. Quelqu'un a crié, un cri aigu et animal. Je n'ai pas regardé pour voir qui. J'ai rampé sur le sol, utilisant les conteneurs comme couverture, essayant d'atteindre Rick. Mes genoux ont raclé le béton, mes paumes aussi. L'air empestait la cordite, l'acier chaud, et quelque chose de plus doux. Du sang, déjà. Quelque part, une palette de parfums importés avait pris une balle. L'odeur de jasmin et de poudre à canon s'est entremêlée jusqu'à ce que j'ai envie de vomir. Trouvez-le, criait Damen par-dessus les alarmes, la voix se brisant pour la première fois de la soirée. Trouvez-le et tuez-le. J'ai atteint la chaise de Rick et j'ai commencé à couper ses liens avec un couteau de poche. La corde était du nylon bon marché, mais mes mains tremblaient si fort qu'il m'a fallu 3 essais pour scier le premier nœud. Les poignets de Rick étaient à vif, la peau écorchée jusqu'à la chair rose. Tu peux courir ? Mieux que je ne peux voler, a-t-il haleté. Mais sa voix était fine comme du papier. La blague, un réflexe. Il a essayé de se lever et ses jambes se sont dérobées comme des chaises de jardin bon marché. Je l'ai attrapé sous les bras, j'ai senti la chaleur humide du sang qui imbibait sa chemise là où il l'avait travaillé plus tôt. Nous avons chancelé ensemble, moitié le portant, moitié le traînant vers ce que j'espérais être la sortie de secours. Nous avons fait environ 6 mètres avant qu'un des hommes armés ne nous repère. Un éclair de canon 1 fois, 2 fois, et la balle a ricoché sur le conteneur à quelques centimètres de ma tête, nous arrosant d'étincelles oranges qui sifflaient contre mon cou comme des guêpes en colère. D'autres balles ont rempli l'air, et j'ai réalisé que nous étions coincés sans nulle part où aller. Les portes de l'entrepôt étaient trop loin, et les hommes de Damian étaient positionnés entre nous et toute sortie. Rick s'est affaissé contre moi. Laisse-moi, vas-y, tais-toi, ai-je sifflé, et je le pensais. C'est là que la vraie cavalerie est arrivée. Les portes de l'entrepôt, en acier massif et roulant, ont explosé vers l'intérieur avec une détonation qui a fait tomber la poussière des chevrons. Des projecteurs ont transpercé la brume, blancs et impitoyables, immobilisant tout le monde comme des insectes sur une carte. Puis les voix amplifiées, se chevauchant, impossible à ignorer. Agents fédéraux, jetez vos armes. Les mains en l'air. Pas seulement la police, le FBI. Équipement complet d'intervention. Casque, gilet pare-balles, HK416. Ils ont afflué comme de l'eau noire. 2 colonnes perçant à gauche, 2 à droite. Une tenant le centre avec un bouclier balistique de la taille d'un panneau d'affichage. Quelqu'un avait pris mes preuves transmises très au sérieux. La fusillade qui a suivi a été brève mais intense. Les hommes de Damian, pour la plupart des ex-flics et des ex-militaires qui se croyaient durs, ont découvert ce que signifie vraiment être surclassé en armement. L'un a essayé de pointer son AR vers l'équipe d'entrée et a pris 3 balles en plein torse avant que son doigt ne trouve la détente. Un autre a jeté son pistolet si vite qu'il a cliqueté comme une clé à molette qui tombe. En 45 secondes, c'était fini, sauf pour les pleurs. Damian lui-même a tenté de s'enfuir. Je l'ai vu jaillir de derrière la mezzanine du bureau, sa veste de costume flottant, ses mocassins claquant sur le béton humide. Il a fait peut-être 10 mètres avant que 2 agents ne le percutent en bas et en haut simultanément, comme des linebackers plaquant un quarterback. Le son que son corps a fait en heurtant le sol était profondément satisfaisant. Alors que la poussière retombait, je me suis retrouvé face à une femme en coupe-vent du FBI qui semblait avoir eu une très longue journée. Sa queue de cheval était à moitié défaite, et il y avait une traînée de sang de quelqu'un d'autre sur sa joue, comme une peinture de guerre. Monsieur LTON, agent Martinez, division des crimes financiers du FBI. Elle devait crier par-dessus les alarmes mourantes. Nous enquêtons sur Elite Travel Solutions depuis 8 mois. Vos preuves nous ont donné tout ce dont nous avions besoin pour procéder aux arrestations. Comment êtes-vous arrivé si vite?
Votre amie journaliste nous fournit des informations depuis des semaines. Elle a fait un signe de tête vers la mezzanine où je voyais maintenant Sarah, ma Sarah, se faire aider à descendre les escaliers par un autre agent, son appareil photo toujours autour du cou comme un badge de presse de l'enfer. Quand nous avons reçu votre transmission ce soir, nous étions déjà en position à 2 pâtés de maison. J'ai regardé autour de l'entrepôt pendant que les agents traitaient la scène de crime. Des menottes en plastique se fermaient. Les droits Miranda étaient récités d'une voix plate et épuisée. Quelqu'un avait trouvé la baie de serveur que j'avais photographiée plus tôt. Ils étaient déjà en train de retirer les disques durs. Des marqueurs de preuves jaunes poussaient sur le sol comme des fleurs en plastique. Et Mera ? La bouche de Martinez s'est tordue. Elle est en train d'être arrêtée au moment où nous parlons, ainsi que 12 autres associés de l'organisation de Monsieur Héroer. Nous avons frappé 4 endroits simultanément. Son Pantouse, le jet d'entreprise à Anscombe, 2 plans carrés verrés. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? L'agent Martinez a souri d'un air sombre. Maintenant, ils vont tous en prison pour très longtemps. Et vous allez témoigner dans ce qui sera le plus grand procès de corruption financière de l'histoire du Massachusetts. Association de malfaiteurs, fraude électronique, blanchiment d'argent, corruption de fonctionnaires. Nous avons des téraoctets. En sortant de l'entrepôt, l'air froid de la nuit a frappé mon visage comme une absolution. Le périmètre était un carnaval de gyrophares. Police d'État, police de Boston, SUV du FBI, même quelques Crown Victoria banalisés qui criaient « procureur des États-Unis ». Les journalistes se massaient déjà derrière le ruban, les caméras levées comme des périscopes. J'ai vu Damian être chargé dans une fourgonnette du FBI. Son costume à $3000 était déchiré au genou, sa cravate de travers, ses cheveux emmêlés de sueur et du sang de quelqu'un d'autre. 2 agents lui serraient les coudes comme s'il était en verre. Il a levé les yeux et m'a vu regarder, et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Le PDG arrogant avait disparu, remplacé par un homme qui venait de réaliser que son empire s'effondrait. « Ce n'est pas fini », a-t-il crié, la voix rauque. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. » En fait, ai-je répondu, surpris de la fermeté de ma voix, je pense que si. Vous êtes un petit escroc qui est devenu trop gourmand et trop négligent. Profitez de la prison fédérale, Damian. J'ai entendu dire que la nourriture y est terrible. La porte de la fourgonnette s'est refermée et Damian Héroer a disparu de ma vie pour toujours. Presque. Parce qu'il y avait encore une personne que je devais affronter. Je l'ai trouvée près des ambulances, enveloppée dans une couverture de survie même si elle ne tremblait pas. Mera Héroer, la sœur cadette de Damen, le cerveau supposé derrière la partie légitime d'Elite Travel Solutions. La femme qui souriait au gala de charité tout en blanchissant l'argent des cartels par le biais de faux forfaits vacances. Elle était assise à l'arrière d'un camion d'ambulancier, les poignets menottés devant, l'air plus petite que dans mon souvenir. Quand elle m'a vu approcher, quelque chose a vacillé sur son visage. Résignation, peut-être de la haine. Difficile à dire. « Tu as gagné », dit-elle doucement. Pas de drame, juste un fait. Non, ai-je dit, les gens que vous avez volés ont gagné. Les familles qui ont perdu leur maison quand vos sociétés écrans ont saisi. Les retraités dont vous avez siphonné les fonds de pension dans le jet privé de Damian. Eux ont gagné. Elle a détourné le regard, vers l'endroit où son frère avait disparu. Il te tuera pour ça. Même depuis la prison, tu le sais, n'est-ce pas? Je me suis accroupi pour que nous soyons au même niveau. Peut-être. Mais voici le truc, Mera. J'ai fini de me cacher. Et grâce à toi, je n'ai plus rien à perdre. Un des agents m'a tapé sur l'épaule. Il est temps d'aller faire une déclaration. Alors que je me levais, Mera a parlé de nouveau, presque trop bas pour l'entendre. Je pense vraiment que ça se termine ici, avec des menottes et des gros titres. J'ai pensé aux années que j'avais passées à poursuivre cette histoire. Les menaces. La nuit où j'avais trouvé mon appartement saccagé, mon chien empoisonné. La façon dont Sarah m'avait regardé quand je lui avais dit que j'entrais seul dans cet entrepôt. Non, ai-je dit finalement. Ça se terminera quand les gens comme vous arrêteront de penser que le monde leur appartient. Je me suis éloigné sans regarder en arrière. Plus tard, des heures plus tard, après les déclarations et un café qui avait un goût d'acide de batterie et des salles d'interrogatoire fluorescentes, Sarah m'a trouvé sur les marches du palais de justice alors que l'aube se levait enfin sur Boston. Le ciel avait la couleur d'une échymose en voie de guérison. Elle n'a rien dit,
m'a juste tendu un gobelet en carton qui sentait le vrai café et a appuyé sa tête sur mon épaule. Nous avons regardé la ville se réveiller. Des camions de livraison, les premiers joggeurs, le premier train de la ligne orange grondant au-dessus. « Ça va ?» a-t-elle finalement demandé. J'ai pensé à Rick à l'hôpital, à Damian dans une cellule de détention. Au dernier mot de Mera, au procès qui durerait des années et à tous les autres que nous n'avions toujours pas attrapés. Non, ai-je dit, mais ça ira. Elle a glissé sa main dans la mienne. Bien, parce que nous n'avons pas fini. Il y a un sénateur en Virginie qui a pris l'argent de ROR et une banque au Caïman qui va passer une très mauvaise semaine. J'ai ri, j'ai vraiment ri, pour la première fois depuis des mois. Ça me faisait mal aux côtes, mais ça en valait la peine. Alors, commençons. Derrière nous, le bâtiment fédéral se dressait, tout en granit et en drapeaux américains. Devant, la ville s'étalait comme un circuit imprimé, les lumières s'éteignant à mesure que le matin prenait le dessus. Damian avait eu tort. Ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. Le FBI avait installé un centre de commandement sur le parking devant l'immeuble de bureau d'Elite Travel Solutions. Des camionnettes de presse bordaient la rue. Les journalistes diffusaient des mises à jour en direct. Et des agents fédéraux sortaient des boîtes de preuves du bâtiment en un flot continu. Mera était assise à l'arrière d'une voiture banalisée, les mains menottées dans le dos, quand je me suis approché. Elle a levé les yeux en me voyant approcher, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur authentique. Eddie, dit-elle doucement. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute. C'est tout un malentendu. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. Damian m'a dit que les transferts d'argent étaient légaux, que nous aidions simplement des clients avec des arrangements financiers complexes. Tu savais exactement ce que tu faisais, Mera. J'ai lu tes SMS. Tu te vantais de la facilité avec laquelle tu pouvais cacher de l'argent volé. J'essayais de l'impressionner. Je pensais que si je l'aidais à réussir, nous pourrions construire une vie ensemble. Vous avez construit une vie ensemble. Elle était juste construite sur la fraude et le vol. L'agent Martinez s'est approché de nous. Monsieur LTON, nous sommes prêts pour votre déclaration. Madame LTON, votre avocat est là. J'ai regardé Mera se faire emmener, protestant toujours de son innocence à quiconque voulait l'écouter. 5 ans de mariage, et je voyais enfin qui elle était vraiment. Pas la femme dont j'étais tombé amoureux, mais quelqu'un qui était prêt à détruire la vie des autres pour l'argent et le statut. Les heures suivantes ont été un tourbillon de déclarations, d'entretiens et d'examens des preuves. L'ampleur de l'opération de Damian était stupéfiante. Plus de 3 millions de dollars de transactions frauduleuses, des pots de vin à des fonctionnaires municipaux, de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent pour des figures du crime organisé. Le rôle de Mera avait été crucial pour que tout fonctionne, et ces dossiers détaillés avaient fourni au FBI tout ce dont ils avaient besoin pour démanteler tout le réseau. Alors que le soleil se levait sur le port de Boston, je me suis retrouvé debout sur le toit du bâtiment du FBI, regardant la ville où ma vie s'était effondrée et avait été reconstruite en l'espace d'une semaine. Rick m'a rejoint, portant 2 tasses de café et un bandage sur le front là où les hommes de Damian l'avaient malmené. « Sacrée semaine », a-t-il dit. C'est une façon de le dire. Tu sais quelle est la meilleure partie ? Quoi ? Tu ne t'es pas seulement vengé des gens qui t'ont trahi. Tu as fait tomber toute une organisation criminelle. Tu es un vrai héros. J'y ai pensé en regardant les camionnettes de presse remballer leur matériel et les agents fédéraux terminer leur travail. Il y a une semaine, j'étais un mari trompé dont le plus grand souci était de savoir si sa femme le trompait. Maintenant, j'étais le témoin clé dans une affaire de corruption fédérale qui enverrait probablement une 12aine de personnes en prison. Je ne me sens pas comme un héros, ai-je dit. Je me sens comme quelqu'un qui a été poussé trop loin et qui a riposté. Parfois, c'est la même chose. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Pendant un instant, je me suis tendu, m'attendant à une autre menace des associés de Damian, mais c'était de Sarah Chen. Regarde les nouvelles. Tu vas adorer. J'ai ouvert le site web du Boston Globe sur mon téléphone et j'ai vu le titre, « Scandale Elite Travel, le FBI arrête 14 personnes dans un vaste réseau d'e-fraude ». En dessous, un titre plus petit, « L'enquête d'un mari trompé dévoile un réseau d'e-corruption ». L'article détaillait tout, l'affaire, le détournement de fonds, le blanchiment d'argent, la corruption politique. Mais il racontait aussi comment un citoyen ordinaire avait découvert le pot aux roses et aidé à traduire les criminels en justice.
J'étais dépeint comme un héros qui avait risqué sa vie pour exposer la corruption. Encore mieux, l'article de suivi, le couple DE la vidéo virale, au accent grave sont-ils maintenant? L'article révélait que Mera et Damian faisaient face à des accusations fédérales pouvant entraîner des peines de 20 ans de prison. La femme de Damian avait demandé le divorce et réclamait la moitié de ses biens, qui étaient saisis par le gouvernement. Elite Travel Solutions avait été fermé, ses employés étaient au chômage, et ses clients faisaient l'objet d'une enquête pour leurs propres crimes potentiels. Les amis de Mera, Jess et Tanya, qui avaient aidé à répandre des mensonges sur moi sur les réseaux sociaux, faisaient également face à des accusations pour leur rôle dans le système de blanchiment d'argent. L'article comprenait des photos d'elles se faisant arrêter dans leur salle de sport de luxe, portant toujours leurs vêtements de sport de créateur. Mais la partie la plus satisfaisante était la citation du père de Mera. Nous avons profondément honte des actions de notre fille et soutenons pleinement ses poursuites. Nous devons des excuses à Eddie Lton pour avoir douté de son caractère. Tu sais ce que ça veut dire, demanda Rick. Quoi? Tu vas être riche. Contrat de livre, droit de film, conférence. Tout le monde va vouloir entendre l'histoire de comment tu as fait tomber la conspiration Elite Travel. J'ai pensé à cette possibilité en regardant la ville se réveiller en dessous de nous. Il y a une semaine, je m'inquiétais de perdre ma maison dans un règlement de divorce. Maintenant, j'envisageais une sécurité financière au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Mais plus important encore, j'avais appris quelque chose sur moi-même que je n'avais jamais su auparavant. Poussé à bout, quand tout ce qui m'était cher était menacé, j'étais capable de riposter d'une manière qui me surprenait même moi. Je n'étais pas seulement un informaticien pragmatique qui réparait les problèmes informatiques des autres. J'étais quelqu'un qui pouvait affronter des ennemis puissants et gagner. Il y a juste une chose que je dois faire, ai-je dit à Rick. Qu'est-ce que c'est? Je dois retourner à ce restaurant. Le restaurant Ocean View était presque vide quand je suis arrivé ce soir-là. Le directeur m'a immédiatement reconnu. Mon visage avait fait la une des journaux pendant des jours et il s'est approché avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Monsieur Lton, tout va bien? J'aimerais une table, ai-je dit. La même table où ma femme était assise la semaine dernière. Il m'a conduit à la table près des fenêtres, celle avec la vue parfaite sur le port de Boston. J'ai commandé le même repas que Mera et Damian avaient partagé, le champagne cher, le plat principal hors de prix, le dessert qui coûtait plus que le salaire journalier de la plupart des gens. En mangeant, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici. Il y a une semaine, j'étais le mari ignoré qui regardait sa femme le tromper de l'autre côté de ce même restaurant. Ce soir, j'étais l'homme qui avait fait tomber toute son organisation criminelle. L'ironie était parfaite. Quand le serveur a apporté l'addition, je l'ai signé avec panache et j'ai laissé un pourboire qui était probablement plus élevé que mon ancien salaire journalier. Puis je suis sorti du restaurant et dans la nuit de Boston, un homme libre dans tous les sens du terme. Derrière moi, la ville scintillait de lumière et de possibilités. Devant moi s'étendait un avenir que j'écrirais moi-même, sans la trahison ou la manipulation de quiconque pour me retenir. Mera m'avait demandé où j'allais dans une robe aussi magnifique, métaphoriquement parlant. Maintenant, j'avais une réponse. J'allais où je voulais aller, et j'y allais selon mes propres termes. La femme qui avait essayé de me détruire faisait face à la prison fédérale. L'homme qui l'avait corrompu faisait face au même sort. Leurs amis, leurs associés, tout leur réseau de criminels et de complices. Tous faisaient face à la justice. Et moi, j'affrontais le reste de ma vie en tant qu'homme qui avait appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, mais de prendre de l'avance. En marchant dans les rues de Boston, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Demain, les journaux publieraient des articles de suivi sur le scandale Elite Travel. La semaine prochaine, il y aurait des audiences préliminaires où je témoignerais sur tout ce que j'avais découvert. Le mois prochain, il y aurait des procès qui enverraient des fonctionnaires corrompus et des criminels en col blanc en prison pour des décennies. Mais ce soir, il n'y avait que moi, marchant dans la ville que j'avais aidé à nettoyer, sachant que j'avais fait face à la pire trahison de ma vie et l'avais transformée en la plus grande victoire. Ils avaient demandé où j'allais dans une robe aussi magnifique. La réponse était simple. J'allais gagner.